mode et le luxe, c'est bien souvent la première filière qui vient à l'esprit quand on évoque le Made in France, le chic à la française, porté par des noms de créateurs légendaires. On se souvient tous de ce que disait Coco Chanel, la mode se démode, pas le style. Et bien aujourd'hui, le style français, il est porté par de jeunes entrepreneurs, héritiers de savoir-faire séculaires. Merci d'accueillir sous vos applaudissements Thomas Huriez et Éric Dellet, s'il vous plaît. Thomas Huriez, fondateur de la marque dromoise de jeans 1083, et Éric Dellet, le président du groupe Tolomei, qui est propriétaire notamment des manufactures dauphinoises de maroquinerie et de la marque Le Tanneur. Bienvenue à tous les deux, merci d'avoir accepté notre invitation. La mode et le luxe contribuent au rayonnement de l'image de la France dans le monde, avec des effets positifs sur bien d'autres activités, comme le tourisme ou le commerce de détail. Alors, quelques chiffres pour planter le décor. Selon le Conseil national de l'industrie, ce secteur emploie près de 130 000 personnes pour un chiffre d'affaires d'environ 34 milliards. La France est le numéro 1 mondial sur ce secteur, avec une balance commerciale fortement excédentaire. Et sur 270 marques de prestige dans le monde, eh bien 130 sont françaises. Dans ce secteur de la mode, on peut citer dans notre région, mais sans être exhaustif bien sûr, les chaussures Paraboot à Moiran par exemple, tout le monde connaît, la renaissance des ateliers chausseurs de Romans. On pourrait aussi parler du savoir-faire des gantiers grenoblois. Et puis il y a donc, parmi les jeunes créateurs, Thomas Huriez. Alors vous, Thomas, vous avez lancé votre propre fabrique de jeans, on en parlait tout à l'heure, des jeans made in France. C'était en 2013 à Romans, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé la marque 1083 en 2013. À la base, c'est une société que j'ai créée en 2007 dans la maison du cousin de mon grand-père que j'ai transformée en magasin, qui est situé en face de Marc Avenue à Romans. Et au bout de 4-5 ans d'apprentissage de ce métier de commerçant, mes fournisseurs ont fermé. Et du coup, pour éviter de fermer à mon tour, j'ai décidé de créer ma propre marque en faisant le pari de fabriquer à proximité et donc de relocaliser en France la fabrication de jeans. Donc on fabrique des jeans ici, à Romans, tout est fait à Romans ? Alors non, tout est fait en France, mais il y a de nombreuses étapes pour faire un jean. Déjà chez 1083, on fait des jeans, on fait des baskets fabriquées à Romans, on fait des t-shirts, on fait des ceintures, on fait des vestes. Mais le produit phare, c'est les jeans. Et pour fabriquer un jean, il y a de nombreuses étapes. Bien sûr, on part de coton. Donc dans notre cas, c'est du coton bio, que l'on file en France, que l'on teint en France, que l'on tisse en France. Ces étapes se font dans le Nord, dans les Vosges ou dans la Loire. Puis vient l'étape de la confection, qui est faite soit à Marseille, soit à Bobigny, soit à Roubaix, soit à Romans, où depuis 2 ans, on a monté un atelier dans lequel on tisse, on coupe, on confectionne des jeans. Vous avez parlé de coton. J'imagine qu'on ne cultive pas le coton en France ? Alors, effectivement, c'est la seule étape qu'on n'a pas encore réussi à relocaliser. On va le faire. On a 2 stratégies possibles. Soit on attend que le réchauffement climatique fasse son œuvre, et du coup, dans quelques temps, on sera en mesure, je pense, de cultiver du coton en France. L'autre possibilité que l'on préfère, c'est qu'en fait, on a des tonnes de coton en France dans nos poubelles. C'est-à-dire que du coton, on sait l'extraire du sol à travers la culture, ça fait des millénaires qu'on le fait, mais on ne sait pas l'extraire de nos poubelles, alors que ce gisement-là est énorme en France. Et donc, on travaille sur le recyclage ? Oui, et même plus loin sur l'économie circulaire, c'est-à-dire concevoir un jean de telle manière à ce qu'en fin de vie, on puisse s'en servir de ressources pour le jean suivant. Et d'ici 6 mois, 1 an, on va sortir le premier jean 100% économie circulaire fabriqué en France et peut-être même au monde. Alors il y a un autre élément dans vos jeans qui ne sont pas tout à fait faits en France, c'est les rivets. Ça paraît être un détail, mais c'est quand même essentiel. Oui, on ne pensait pas se casser les dents sur les rivets. Tout est relocalisé sauf le coton et les rivets. Les rivets, on ne les achète pas très loin, on les achète en Italie. Mais on bataille depuis 4 ans pour les relocaliser. Et on a appris récemment que nos rivets étaient fabriqués en Italie, mais sur des machines grenobloises, puisque ce sont les machines de Arémont qui ont été achetées par une boîte allemande qui est notre fournisseur, qui a son atelier de fabrication en Italie. Ah, dis donc. Donc c'est toujours ça, mais c'est un peu rageant de voir qu'il y a 10 ans, ces machines ont disparu de France, pas pour partir au bout du monde, mais simplement pour aller en Italie. Mais comme vous êtes des acharnés, vous avez déjà une piste. Oui, on travaille avec un partenaire improbable. Il s'agit de la société Ugigrip, qui est basée à Albon, dans la Drôme, et qui fabrique des clous de pneus cloutés. Et eux, à cause du réchauffement climatique, ils ont un peu peur de vendre moins de clous de pneus cloutés. Donc ils cherchent de nouveaux marchés. Et nous, on a toujours pensé partir de l'emboutissage pour fabriquer des nouveaux boutons.
mais en réalité, il y a une autre stratégie possible qui est de partir de la frappe à froid, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une plaque de métal, on part d'un fil de fer que l'on martèle pour le déformer en forme de bouton. Et on ne sait pas si on va y arriver, ça par contre, mais on cherche. On cherche, c'est effectivement ça aussi, l'innovation à la française. Alors évidemment, votre marque est labellisée Origine France Garantie. Alors, illustration concrète de ce label, il y a un cahier des charges à remplir, vous avez été certifié, vous êtes vérifié, c'est ça? Vérification. Oui, oui, comme si le président n'était pas là. C'est un gros travail, mais c'est très important pour nous de faire la preuve de ce que l'on dit. Parce qu'en fait, dans le Made in France et dans le jean Made in France, il existe des marques qui disent plus que ce qu'elles font réellement. Et ça nous pénalise d'une manière ou d'une autre, parce que dès que le grand public le saura, mine de rien, il va se dire les marques de jeans françaises, elles font pas tout en France. Et du coup, peut-être qu'on nous soupçonnera alors qu'on n'y est pour rien. Et donc, du coup, pour éviter de se faire piéger, on veut montrer patte blanche. On dit tout de ce que l'on fait, on dit tout de nos marges, on dit tout de nos revenus pour vraiment impliquer le consommateur comme une petite souris de notre aventure entrepreneuriale. Et du coup, le label OFG est vraiment dans cette cohérence-là. Et je dirais même qu'il nous tire vers le haut parce que à nos débuts, il y a 5 ans, quand on a entrepris de faire labelliser nos produits OFG, du coup, il y avait effectivement plus de 50% du prix de revient du jean qui devait être fait en France. Et à l'époque, il y avait uniquement l'étape de confection qui devait être faite en France. Et puis, à force de relocaliser, nous qui avançons avec les tisseurs, les filateurs français, on s'est dit que du coup, on pourrait aller plus loin et que le label pourrait être encore plus structurant pour la filière textile complète, en imposant, finalement, pour être labellisé, une deuxième étape fondamentale pour obtenir ce label, qui est le tissage. Pourquoi le tissage? Parce que dans l'histoire du jean, la part française de l'histoire du jean, c'est le de Nîmes, parce que ça vient de la ville de Nîmes. Et du coup, on trouvait tout à fait cohérent, et au niveau économique, et au niveau historique, d'inclure ce tissage dans le label OFG. Et maintenant, c'est le cas. Du coup, on a 2 fois plus de contrôle, mais on est ravis. Merci. Un mot sur Thomas. Il fait partie, moi, je suis absolument époustouflé de voir une nouvelle génération d'entrepreneurs, de jeunes qui se lancent dans l'entreprise, qui pourraient prospérer, vivre leur vie dans le salariat, qui ont des bons diplômes et autres, mais qui prennent le risque entrepreneurial et qui sont, comme les Thomas, pétris de 3 valeurs. La valeur du patriotisme économique, la valeur du développement durable et la valeur de la traçabilité et de la transparence de ce qu'ils font. Et je pense qu'il y a là une inspiration à avoir pour les entreprises françaises de regarder cette jeune génération pétrie d'éthique, pétrie d'une volonté de faire. Et vraiment, vous avez bien fait d'inviter Thomas, ce n'est pas moi qui vous l'ai suggéré, il est assez connu dans sa région, mais c'est un exemple de ce qu'il faut porter et qui montre que tout n'est pas fini, que tout n'est pas perdu et qu'au fond, qui aurait dit il y a quelques années qu'on pouvait acheter des jeans quasiment 100% français? Personne, et moi le premier, je n'y aurais pas cru, et pourtant c'est le cas. Alors, Yves Gégaud. Pardon. En plus d'applaudir, je vous propose de les acheter. C'est ce qui me fera le plus plaisir. Allez, il y a une page de pub, il y a 4 boutiques, c'est ça? On a une boutique à Romans, à Grenoble, à la caserne de Bonne, une boutique qui s'appelle Mode Éthique, qui est près d'H&M. Et sinon, on est sur Internet, 1083.fr. Voilà, les jeans, 1083. Restez avec nous. On va revenir à ça, mais bon, après les jeans, moi j'aimerais qu'on s'intéresse au slip, et vous allez voir que c'est un autre exemple très intéressant. C'est un autre entrepreneur qui a valorisé cet argument du Made in France dans le secteur de la mode. Les médias ont beaucoup parlé de lui ces derniers mois. Écoutez. Et oui, c'est l'avantage de faire des slips, on est souvent l'invité surprise. En tout cas, je suis ravi de passer une tête. Je salue tous les Isérois, les Dromois, les Ardéchois qui sont là ici ce soir aux rencontres du Crédit Agricole. L'histoire de slip, effectivement, ça fait 7 ans maintenant que je suis à fond dans le slip. Je suis sorti d'HEC à 24 ans. J'ai travaillé chez Bio C'est Bon, qui est une petite chaîne de supermarchés bio. Et comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, je voulais monter ma boîte. Et je me suis dit que monter une marque de slip, c'était sûrement une aventure assez rigolote avec des amis. Et en fait, il y a un vrai savoir-faire textile en France. Aujourd'hui, on est 73 personnes. On va faire 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui commence à être costaud. 70% sur notre site web, leslipfrançais.fr, je le répète au passage. Alors, j'ai des stats importantes pour vous qui seront très utiles dans vos dîners en ville pour pouvoir vraiment briller en société. La stat officielle de ce que portent les gens, vraiment dans les hommes en tout cas en France, c'est
45-50% de boxeurs, un vrai 30% de slip, attention, hein, je ne me trompe pas sur le chiffre, un vrai 30% de slip et 5-10% de caleçon, ça ne fait pas tout à fait 100, il y en a qui prennent un peu de risque, mais je vous laisse y réfléchir. Mais pour la question de la fabrication, sur à peu près 100 millions de sous-vêtements qui sont consommés, c'est-à-dire achetés en France dans tous les canaux de distribution, donc ça c'est 100 millions de sous-vêtements, il n'y en a que 5, à peine 5 qui sont effectivement fabriqués en France. Ça veut dire qu'on importe depuis partout dans le monde entier 95% des sous-vêtements que j'espère vous porter ce soir. Alors, le slip français, aujourd'hui, on travaille avec 42 sous-traitants un peu partout en France. Vous trouverez le détail de notre fabrication sur notre site. Mais dans ces 42, les plus importants sont Le Mailleux dans le nord de la France, à côté de Lille, Éminence, qui on travaille, qui fabrique une partie de nos sous-vêtements dans le sud de la France, à côté de Nîmes et Margues. On fabrique nos maillots de bain à Rennes, on fabrique nos charentaises en Charente, on fabrique nos chaussettes à côté de Limoges. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des plus grosses fabrications et on a en général 2 usines pour chacun des différents produits que je vous ai cités. Et il y en a beaucoup d'autres maintenant, donc voilà, donc ça fait 42 et on a compté, ça fait travailler 150 personnes en équivalent temps plein en plus des 73 qu'on a directement chez nous. Alors le slip du futur, il y a pas mal d'options. Clairement pour nous, il est local, il est fabriqué en France, fabriqué durablement. Et durablement, ça veut dire qu'on peut utiliser pas mal de fibres sur lesquelles on est fort en France. Le lin, par exemple. Alors il faut arriver à faire un slip en lin, c'est pas évident. Mais en tout cas, le lin, la France est le premier fabricant mondial. On fait, je crois, 70 ou 80% des volumes de lin dans le monde. Donc c'est évidemment une piste. On regarde aussi les orties, on regarde pas mal d'autres pistes de fibres textiles qui pourraient être plus durables que le coton, qui reste un gros pollueur et très gourmand en eau. Alors clairement, sans Internet, le slip français n'existerait pas ou serait une toute petite boîte dans l'appartement de ma grand-mère. Aujourd'hui, on fait, je vous le disais, 70% de notre chiffre d'affaires en ligne. On a réussi à grandir grâce à Facebook. On arrive à continuer à grandir grâce à Instagram et grâce à d'autres leviers. La vente en ligne, c'est ce qui permet vraiment la disruption de cette chaîne de valeur, de fabriquer intégralement en France 4 fois plus cher qu'en Afrique du Nord, 10 fois plus cher qu'en Chine, mais de vendre directement au client final par Internet. Donc aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de notre aventure et je pense d'un nouveau modèle de fabrication locale. Je profite de la présence de Thomas pour vous parler de ce projet dont il vous parlera sûrement, mais qui est la reprise des ateliers Charles Jourdan. C'est une usine historique qui a 50 ou 60 ans, je ne sais pas exactement la date, il m'en voudra si je me trompe, mais je trouve ça un beau message de dire qu'aujourd'hui, voilà, on est jeune, on a des projets, on a des idées, on arrive à mobiliser les énergies pour localement changer complètement la donne d'une région qui a été historiquement une capitale d'un produit, d'un savoir-faire qui était en désuétude et qu'on arrive à faire repartir. Et je trouve ça un beau message pour l'avenir, donc je félicite Thomas et je salue mes autres camarades du petit monde du Made in France au passage. Merci Guillaume Gibaud. On retiendra pour l'anecdote, messieurs, quand même, le slip du futur en ortie, mais made in France, hein, vous avez remarqué. Thomas, précisément, on va répondre à la question, parce qu'en fait, vous avez refait vivre une bonne partie des fameuses usines Jourdan de Romans, hein, c'est ça, avec votre aventure. Alors on y travaille, on en est encore loin, mais on avance beaucoup sur le sujet. Depuis qu'on a créé la marque il y a 5 ans, nous on a une 50aine de créations d'emplois, directes dans nos locaux et indirectes avec nos sous-traitants. Et à Romans, donc on a créé nos ateliers dans lesquels on manque de place. Donc depuis 2 ans, on cherche de nouveaux locaux pour installer nos ateliers en centre-ville. Pourquoi en centre-ville? Parce qu'en parallèle de relocaliser la production en France, on trouve ça très cohérent et nécessaire de relocaliser la distribution en centre-ville. Donc c'était hors de question pour nous d'animer les zones commerciales et les périphéries, puisqu'en tant qu'habitants, on est nos propres victimes lorsque le week-end ou en soirée, il s'agit de profiter des villes dans lesquelles on habite. Donc du coup, on cherchait un local en centre-ville avec au moins 3000 m², et de fil en aiguille, on s'est trouvé à candidater pour l'usine Charles Jourdan. Donc c'est un truc énorme. À Romans, c'est l'équivalent, en toute proportion gardée, de... Enfin, Jourdan à Romans, c'est comme Peugeot à Sochaux, quoi. C'est vraiment le gros truc. Et ce bâtiment est en friche depuis 10 ans. Du coup, on s'est positionné pour le reprendre. On est en train de déposer le permis de construire. On a réussi ce défi-là grâce au soutien immédiat des banques avec lesquelles on a envisagé ce projet. Quand on leur a proposé ce projet, c'était pas pour les convaincre, c'était pour savoir si c'était une folie ou pas. Et soit ce n'en est pas une, soit ils sont aussi fous que nous. Mais parmi ces banques, il y a le Crédit Agricole qui est en tête de pont de ce sujet. Donc mille merci de croire à nos folles idées. Voilà, illustration concrète de ce que nous disait Christian Rochon tout à l'heure. Merci beaucoup Thomas. Alors, depuis... Pardon, très court.
Concrètement, aujourd'hui, l'usine de Romans est visitable, avenue Gambetta en face de Marc Avenue, et l'usine Jourdan, dans laquelle on va déménager, ce sera dans 2 ans, et elle va être construite pour être visitable. Donc là, vraiment, l'offre de savoir-faire sera beaucoup plus riche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais déjà, si vous voulez voir comment on fabrique un gin, vous pouvez venir toutes les semaines lors de nos visites à Romans. Le rendez-vous est pris. Depuis très longtemps dans notre région, l'abondance de l'eau et des élevages ont aussi largement contribué au développement des tanneurs et des mégissiers. Autour du travail du cuir s'est constituée toute cette filière et il y a encore des traces aujourd'hui dans notre région. Éric Dellet, vous dirigez, le groupe Tolomei, qui est un des maîtres de l'excellence en maroquinerie en France. Quelques mots de présentation d'abord sur ce groupe. Donc Tolomei, je l'ai constitué en 2004 en reprenant un petit peu comme Thomas une petite affaire de maroquinerie du côté du Mans. Deuxième acquisition, on a racheté en fait une filiale de Charles-Jourdan. C'est pour ça que je connais également bien le bâtiment. Aujourd'hui, on a 6 et au mois de mai 7 usines en France, de tailles un peu diverses, de 100 à 350 personnes. On représente 1300 personnes, 1300 artisans. On a également acquis récemment le groupe Le Tanneur. Donc on est des sous-traitants de maroquinerie dans ce qu'on appelle le luxe haut de gamme. Et nos usines sont exclusivement en France. Alors, je précise que vous êtes tenu à des obligations de discrétion donc vis-à-vis des marques pour lesquelles vous travaillez, donc vous ne pourrez pas les citer. En tout cas, c'est un groupe Tolomei qui est en pleine croissance. Oui. Oui. Pas de fausse modestie. Non, c'est exact. Et si vous voulez, ce business model que de l'extérieur, on décrit le plus fou du monde, quoi, d'aller prendre des sites de main-d'œuvre en France. On a une croissance de 15-20% par an. Croissance, ça veut dire en fait croissance des gens. C'est-à-dire qu'on embauche 15 à 20% de gens, on les forme, etc. C'est une partie inhérente de notre modèle, si vous voulez, parce qu'on a vraiment un savoir-faire le plus élevé possible dans notre métier. Alors voilà, on parle de savoir-faire, on parle d'industrie du luxe. Est-ce qu'il y a encore un lien fort finalement entre ce savoir-faire à la française et cette industrie du luxe, ce made in France? Est-ce que ce n'est pas finalement qu'une histoire de marketing et de réputation un peu dépassée? Moi, je vous dirais pas du tout. Le succès des marques de luxe en France, de celles pour qui on produit, mais il y en a d'autres aussi, c'est le produit qui l'a fait. C'est parce que justement, ils n'ont jamais lâché la qualité du produit, la manière dont on le faisait, ces savoir-faire français, ce bon goût de l'excellence. C'est parce qu'ils ont fait ça qu'ils ont effectivement explosé. Alors maintenant, on regarde et on dit c'est que du marketing. Pas du tout. Vous regardez les chiffres, c'est le produit. Si les gens continuent à acheter depuis 20 ans des sacs toile et cuir ou du toile qu'on disait c'est pas du cuir, c'est parce que ces sacs-là sont extrêmement bien faits, qu'ils résistent, qu'ils durent. Voilà. Est-ce que vous fabriquez... Sur ce point, les grandes marques à l'export, les grandes marques françaises du luxe ne peuvent pas se permettre, au fond, dans ce monde de traçabilité et de transparence, de dévier de ce qui fait le cœur et la génétique de votre marque. Et je pense que ça, c'est aussi un élément rassurant. Et on le voit, par exemple, avec les Chinois. On a beaucoup de contacts avec des distributeurs chinois qui nous disent on voudrait des produits Origine France garantie. Et quand on discute un peu avec eux, ils disent oui, parce qu'on a tellement fraudé, nous, qu'on voudrait être bien sûr que ce que vous nous vendez, c'est vraiment fabriqué en France. Donc, il y a là, dans cette mondialisation et dans cette mondialisation des outils de vérification, un élément très important et qui fait que ceux qui ont su garder, il faut féliciter ceux qui ont eu ce courage-là, qui ont su ne pas partir, à mon avis, seront les meilleurs pour porter cette idée des savoir-faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on a souvent l'habitude, parce que c'est luxe, un peu le French bashing. Et en fait, on ne se rend pas compte l'effort que ça a représenté, que ça continue à représenter, de rester en France. Il y a des marques de mode, de luxe qui produisent à l'étranger. On pourrait parler du Made in Italy, fait par il y a 30 000 Chinois à Prato et qui font du sac tous les jours. En France, on n'est pas comme ça.
on tient, on a des règles précises, on a des gens qui en veulent, qui prennent des risques. Voilà. Donc la marque France, le savoir-faire français sont des avantages concurrentiels, c'est très clair, Totalement, sur ce marché-là. Totalement, et continue à le rester. Et le développement et la croissance des marques françaises dans notre secteur est essentiellement dû au fait que c'est fait en France, que les savoir-faire sont français et qui continuent à les perpétuer. Mais du coup, vous, dans votre entreprise, concrètement, ça veut dire que vous axez une bonne partie de votre politique stratégique sur le savoir-faire, la transmission du savoir-faire? Oui, tout à fait. Pour nous, le savoir-faire, la qualité, le niveau le plus élevé est essentiel, si vous voulez. On va dire, comme je vous ai dit, on a quand même des politiques de recrutement assez élevées. La formation, chez nous, représente 15-20% de notre coût. On a repris, je vous avais cité ça, une usine qui faisait de la chaussure de plutôt moyenne gamme, on va dire, et on l'a converti pour faire du sac haut de gamme. On a mis 1 an à former les gens sans vendre un produit. Effectivement, on a pu le faire, certes, parce qu'on était déjà un petit peu gros, qu'on avait un petit peu les épaules solides, mais parce que le client nous a fait confiance et que lui, il nous a soutenus là-dedans. Et ça, je dirais, bon, comme je ne peux pas les citer, je ne fais pas de la pub, mais on ne valorisera jamais assez l'effort que font les clients, les marques, qui disent on est fait en France, et voilà. On les a en tête, ces marques. Alors, parmi les activités qui ont fait la renommée de notre région en matière de mode et de textile, on peut aussi citer l'industrie de la soie, autour des soyeux lyonnais. Dans cette lignée, d'ailleurs, le Nord-Isère a su conserver des entreprises de grande renommée. Écoutez Virginie Novotny, la directrice générale de la CCI du Nord-Isère. Le Nord-Isère est une terre de savoir-faire en matière de luxe, et principalement en matière de textile, historiquement, j'allais dire, puisque son histoire est intimement liée à l'histoire des soieries lyonnaises. Et c'est en Nord-Isère que les industries textiles se sont installées. Nous avons cette chance qu'elles y soient restées. Elles ont trouvé en Nord-Isère un territoire d'accueil qui nous permet aujourd'hui de les compter encore parmi nous. Les entreprises du textile se sont finalement spécialisées pour partie sur la filière luxe et pour partie sur la filière textile, avec des grands noms qui font locomotive sur le territoire. Sur le luxe, Hermès évidemment, les tissages Perrin, et sur le textile technique, Porcher, Ferrari ou encore Excel bien sûr. Aujourd'hui, la filière textile en Nord-Isère, c'est 146 établissements, près de 3000 emplois, et on nous annonce sur cette économie qui est encore en progression pour les années à venir, on nous annonce des créations de 200 emplois par an sur les 10 ans qui viennent. Le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, c'est évidemment de soutenir cette filière et de faire en sorte qu'elle puisse perdurer, notamment sur notre territoire. Notre rôle, c'est d'apporter à ces entreprises une main-d'œuvre qualifiée. À ce titre, nous ouvrons dès le mois de septembre une nouvelle formation en Bac+2, GUC, gestionnaire des unités commerciales, option mode et luxe, pour faire en sorte que ces entreprises puissent trouver immédiatement la main-d'œuvre qu'il faut avec la formation qu'il faut. À la Chambre de commerce et d'industrie Nord-Isère, nous avons cette conviction que l'acte d'achat doit avoir un impact sur l'économie locale et nationale et qu'il en va de la responsabilité de chacun de devenir de consommateur à consommateur. C'est ainsi que l'activité économique locale, régionale ou nationale pourra être soutenue. Nous pensons à la CCI Nord-Isère que chacun doit être concerné, aussi bien au niveau de la production, de la vente ou de l'acte d'achat, pour soutenir cette économie locale ou nationale. Et c'est à nous, effectivement, à la CCI Nord-Isère, de sensibiliser l'ensemble de ces acteurs dans cette démarche. L'industrie de la mode et du luxe. Une filière complète. Merci beaucoup à Thomas Huriez et Éric Dellet d'avoir été avec nous. Merci pour vos témoignages. Rendez-vous tout à l'heure au cocktail. Je suis sûr que vous allez crouler sous les sollicitations. On va continuer à parler du savoir-faire français en matière d'industrie et d'innovation.